Maintenant, voyons ce qui soutient réellement l'économie des États-Unis. Et je veux commencer par dire que je viens d'avoir une conversation avec Greg Manarino, une conversation fantastique. Et l'un des points forts. Et vous allez le publier demain sur la chaîne, des interviews. Et donc, si vous n'êtes pas abonné à ça, allez vraiment jeter un œil aux interviews de Rebel Capital. C'est la nouvelle chaîne que nous avons mise en place où je fais des interviews 2 à 3 fois par semaine. Mais l'un des principaux points forts, je pense, était Greg, qui parlait de la façon dont le peuple américain, la plupart, eh bien, le citoyen moyen, Joe et Jane, sont dépendants de la structure actuelle de l'économie, comment ils dépendent et la structure actuelle de l'économie américaine, fondamentalement peu solide. Laissez-moi ajouter un peu de description là-dedans. Et si vous regardez l'économie des États-Unis, vous vous demandez qu'est-ce qui la soutient? Parce que si vous prenez du recul, vous pourriez penser, oh Georges, car nous avons une super économie et que nous avons des entrepreneurs et que nous faisons toutes ces choses. Mais revenons juste à 2019, les planificateurs centraux allaient enfermer tout le monde dans une cage pendant 2 ans, qu'ils vous laisseraient sortir seulement si vous étiez essentiel. Qui détermine cela? Et nous allons fermer toute l'économie. Nous allons fermer l'ensemble de l'économie mondiale. Nous n'allons pas vous laisser sortir promener votre chien. Nous ne laisserons pas ouvrir entreprise. Nous allons vous forcer à fermer votre entreprise indéfiniment. Nous n'allons pas vous permettre d'emmener vos enfants à l'école. Nous allons essentiellement vous mettre dans une cellule de prison. Et en plus de ça, nous allons juste donner à tout le monde de l'argent, entre guillemets, gratuit. Et si je vous avais dit en 2019 que cela allait se produire, quelle serait votre prédiction pour l'économie? Diriez-vous, oh mon Dieu, nous n'aurons certainement pas de récession? Oh mon Dieu, nous aurons probablement un boom économique. Oh mon Dieu, ouais, ça ressemble à une politique économique fantastique. Non, chacun d'entre vous qui regarde cette vidéo aurait dit que cela allait mener à un monde à la Mad Max. Maintenant, je ne sais pas si ce sera une dépression inflationniste, une récession ou déflationniste, mais les choses vont vraiment mal tourner comme nous ne l'avons jamais vu auparavant. On ne peut pas simplement fermer une économie, bon sang. Donc, comme vous le savez, c'est exactement ce que nous avons fait. Et d'une manière ou d'une autre, nous n'avons pas eu cette récession, nous n'avons pas eu ce genre de scénario à la Mad Max. Pourquoi? N'est-ce pas parce que peut-être que nous avions tous tort et peut-être que les Keynésiens avaient tous raison? Est-ce parce que la seule douleur économique que nous avons dû traverser était simplement l'IPC qui a atteint 9% et cela a été largement distribué à tous les 330 millions d'Américains? Ou bien était-ce parce que notre économie est devenue encore plus déformée qu'avant, aux dépens des pauvres et de la classe moyenne, de la moyenne, Joe et Jane, et que repousser le problème ne fera qu'entraîner un crash encore plus important, disons, que celui que nous aurions eu autrement. Et peut-être, juste peut-être, que ce crash ne se produit pas d'un seul coup. Peut-être que ce crash est comme celui du Japon, où c'est juste une mort par 1000 coupures, au point où la plupart des gens normaux ne s'en rendent même pas compte. Ils se réveillent juste 20 ans plus tard et ils se disent « Mince, comment ai-je pu devenir si pauvre ?» Je pouvais autrefois joindre les deux bouts. Ma femme pouvait rester à la maison et s'occuper des enfants ou un parent, peu importe votre situation. Vous savez, avant, on n'avait besoin que d'un seul revenu. Nous avons besoin de 3, 4. Nous avons besoin les enfants. Nous avons besoin le chien ou un miracle. Nous devons simplement parier tout sur Fartcoin et croiser les doigts parce que c'est la seule. Spéculation, le seul jeu, c'est la seule façon de maintenir notre pouvoir d'achat. Vous voyez, ce serait un exemple de mort par 1000 coupures. Je ne sais pas comment cela va se dérouler. Qui sait, n'est-ce pas? Mais ce que je sais, c'est qu'on ne peut pas fermer une économie sans en payer le prix. Ça doit bien sortir quelque part. Et le stimulus keynésien et tout ça, bien sûr, ça cache le problème, mais ça ne l'élimine pas. Ça aggrave le problème. Alors, regardons. Et si vous voulez une preuve, la voilà. Tout ce que je veux que vous fassiez, c'est un petit et simple exercice de réflexion. Regardez simplement où en est le S&P 500 aujourd'hui. Disons, il y a 6000, il y a un graphique logarithmique ici, donc c'est un peu, voilà. Alors, supposons un instant, rien de drastique, rien de majeur. Supposons simplement que le marché boursier, le S&P 500, redescende au niveau où il était, je ne sais pas, disons en 2015. Je veux dire, ce ne serait pas si mal, non? 2700.
mais cela signifierait que le marché boursier serait divisé par 2. Et au fait, si nous regardons simplement les fondamentaux, cela nous ramènerait à la moyenne du ratio cours-bénéfice. Si nous regardons le ratio CAPE, le plus intéressant était ce ratio cours-bénéfice, ajusté cycliquement. Donc, en ce moment, nous sommes juste autour de 38. Je viens de faire une vidéo là-dessus. Et cela, en moyenne historique, est juste autour de 17. Donc, si nous descendons, supposons juste, je veux dire, évidemment, je simplifie ici, mais cela nous ramènerait, disons, à 50%. Et à ce niveau, le marché boursier, selon les normes historiques, serait juste correctement évalué, correctement. Ce ne serait pas bon marché, juste correctement évalué et utiliser l'indicateur de Buffett. C'est exactement la même chose. Donc, vous pouvez être là et dire, Georges, tu es pessimiste. Non, je ne le suis pas. Je souligne juste, c'est la réalité. Ce ne sont que des chiffres. Le marché est descendu à sa juste valeur historique. C'est là que ça serait... Ce n'est pas discutable. Alors, demandez-vous simplement si cela devait arriver. Je ne dis pas que cela va se produire, mais si cela devait arriver, quel serait le pouvoir d'achat pour la société dans son ensemble? Que ferait la demande agrégée? Cela ne se contracterait pas simplement, cela se contracterait massivement. Et si vous ne me croyez pas, regardez simplement ce qui s'est passé pendant la crise financière mondiale. La plupart d'entre vous ont vécu ça. Le marché boursier a chuté de 50%, le marché immobilier a chuté de 50%. Qu'est-il arrivé au pouvoir d'achat agrégé? Que s'est-il passé avec l'économie? Qu'est-il arrivé à la demande agrégée? Je veux dire, les jeunes ne se souviennent peut-être pas aussi loin, mais la plupart des adultes qui regardent cette vidéo s'en souviennent probablement comme si c'était hier. Qu'est-il arrivé au restaurant? Ils étaient vacants en 2009, 2010. Et je me souviens qu'en 2012, quand j'ai pris ma retraite, j'ai mis une annonce ou juste un bricoleur, vous savez, pour m'aider avec quelques rénovations de mes propriétés. Et je me souviens que j'ai mis ça sur Craigslist à Kansas City, Missouri, et en moins d'une heure, j'ai probablement reçu 100 CV. C'était aussi grave que ça à l'époque. Regardons un graphique des prix de l'immobilier. Et nous pouvons voir que, encore une fois, je ne dis pas que les prix de l'immobilier vont s'effondrer. Je ne dis pas ça. Vous regardez simplement le ratio prix-revenu comme exemple. Et vous regardez simplement le prix ajusté en fonction de l'inflation comme exemple. Et vous pouvez voir que nous ne sommes pas seulement à des niveaux historiques, nous sommes à des niveaux vertigineux. Nous sommes bien au-dessus de ce que nous étions en 2006. Donc, encore une fois, ce n'est pas pour dire que les prix des maisons vont baisser. Ça pourrait augmenter, mais ça ne veut pas dire je pensais à ce que Chris l'appelle hier. Je ne vais pas entrer dans ce détail, mais cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas à des niveaux obscènes en ce moment. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont excessivement chers. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a donc pas un énorme risque à la baisse. Encore une fois, nous pourrions augmenter de 20% en 2025. Cela pourrait se produire indéfiniment, mais ça ne veut pas dire que les prix des maisons sont à un niveau qui est même à peine proche d'une norme historique. Quand on regarde le rapport prix-revenu, c'est la clé. Parce qu'à la fin de la journée, qu'est-ce qui devrait déterminer les prix des maisons? Eh bien, les revenus. C'est comme ça que vous payez votre hypothèque. Et si les revenus réels n'augmentent pas, mais que les prix des maisons, eux, augmentent, alors il y a quelque chose qui cloche. Et plus le delta augmente, plus l'écart est grand. C'est juste que le risque est plus important. Mais cela ne veut pas dire nécessairement que le prix a baissé. Encore une fois, c'est comme je l'ai dit hier, nous avons un grand barrage juste ici et je peux montrer une fissure ici et une fissure là. Il y a une fissure là-bas? Il y a une fissure là-bas. Ces fissures sont-elles là? Absolument. Je ne pense pas que quelqu'un contesterait le fait que les fissures sont réellement là. Alors, est-ce que ça veut dire que le barrage va céder? Peut-être, peut-être pas. Je ne sais pas. Mais juste parce que le barrage n'a pas encore cédé, ça ne veut pas dire que les fissures n'ont pas d'importance. Si vous voulez soutenir que ces fissures n'ont pas d'importance, alors vous avez ce que j'appelle la stratégie d'investissement. Autruche. Vous enterrez simplement votre tête dans le sable et vous faites semblant que tout va disparaître et que tout ira bien à la fin de la journée. Personnellement, ce n'est pas la stratégie. Ce n'est pas l'approche que j'aime adopter. Mais si vous voulez vraiment comprendre ce qui a soutenu l'économie, vous devez commencer par les prix des actifs et ensuite vous devez juste vous demander si c'est durable. Et ensuite, vous devez aussi vous demander ce que cela fait à l'économie réelle. Même si vous parvenez à éviter une récession ou une contraction économique à cause de la hausse des prix des actifs, demandez-vous,
simplement ce que cela fait à l'économie réelle. Et rappelez-vous que la définition de la richesse n'est pas combien d'argent vous avez. Ce n'est pas votre revenu. Ce n'est pas combien d'or ou d'argent vous avez. Ce n'est pas ce que dit votre portefeuille d'actions. C'est simplement combien de biens et de services vous avez accès. Alors demandez-vous simplement, avec notre économie complètement à l'envers, où les prix des actifs pilotent l'économie, est-ce que cela crée un environnement où il y a plus de biens et de services produits, ou même où nous avons accès à plus de biens et de services? Et si la réponse est non, alors, par définition, nous ne devenons pas plus riches. Peu importe. Le nombre monté sur le S&P 500 ou votre maison, c'est ce dont nous devons nous souvenir. Salut les gars, je voudrais personnellement inviter chacun d'entre vous à assister au Rebel Capitalist live de cette année. C'est la conférence incroyable que j'organise chaque année. Cela vous aide à construire un portefeuille à toute épreuve. Cela vous aide à augmenter votre liberté personnelle et votre autonomie. Et cela vous aide également à agrandir votre réseau. En d'autres termes, vous aurez l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes partageant les mêmes idées, des camarades capitalistes rebelles. C'est à Orlando, du 23 au 25. Mais les intervenants précédents ont inclus des personnes comme Robert Kiyosaki, Ron Paul, Peter Schiff, Mike Maloney, Lynn Alden, pour n'en nommer que quelques-uns. Donc, pour obtenir vos billets le plus vite possible et pour découvrir qui parle au Rebel Capitalist Live de cette année, vous pouvez consulter le site rebelcapitalistlive.com. Et juste une petite information en avant-première. Si vous prenez vos billets plus tôt que tard, vous pouvez bénéficier d'une réduction. Parce que à mesure que nous nous rapprochons de l'événement, les prix des billets augmentent. Alors, n'attendez pas. Allez sur rebelcapitalistlive.com tout de suite et prenez vos billets. Et je vous verrai à Orlando du 23 au 25 mai